Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça y est c'est la rentrée, nous aussi c'est la rentrée, donc voilà, j'espère en tout cas que de votre côté, cette rentrée se passe bien, ou va bien se passer pour ceux qui n'ont pas encore repris. Et du coup, sur la chaîne, je me suis dit, tiens, c'est la rentrée, on va se faire un petit programme assez sympa. Je me suis dit, on va se faire une petite série sur un processus de base fondamental en psychologie cognitive et surtout extrêmement important pour notre bon fonctionnement. J'ai nommé les fonctions exécutives. Mais avant de parler de tout ça, petite parenthèse sur l'activité de la chaîne sur l'année qui va suivre. Parce que moi aussi, du coup, je reprends les cours et cette année, ça va être très compliqué pour moi de tenir le même rythme que j'avais avant, c'est-à-dire une vidéo toutes les 2 semaines. Donc, je pense qu'on va plutôt partir sur une vidéo par mois, ce sera déjà bien suffisant pour moi et surtout, ça me permettra de garder une vidéo de bonne qualité. Donc voilà. Mais du coup, fin de parenthèse, activité de la chaîne et revenons-en à nos fonctions exécutives. C'est probable que vous en ayez déjà entendu parler, notamment dans un contexte scolaire, académique, peut-être même professionnel. Et c'est pas un hasard en fait, tout simplement parce qu'on pense aujourd'hui que ces fonctions électives sont les meilleures prédictrices de la réussite scolaire et académique, même devant le QI. Et du coup, logique que dans un tel contexte, on en parle. Et si jamais vous en avez pas entendu parler, c'est pas grave, la vidéo est là pour ça. Mais du coup, c'est quoi exactement les fonctions exécutives? Alors pour être honnête avec vous, il n'existe pas une définition qui fait réellement consensus et qu'on reprend dans toutes les études qui parlent de fonctions exécutives. Mais on peut quand même essayer de définir les fonctions exécutives comme étant un ensemble de processus mentaux nécessaires, notamment lorsqu'on doit porter attention sur quelque chose et se concentrer. Dit autrement, en fait, lorsqu'on ne peut plus compter sur le pilote automatique et surtout quand il n'est pas du tout adapté à la situation. Ça permet donc de penser avant d'agir, de se concentrer, de pouvoir raisonner, de planifier une action, de résoudre des problèmes, etc., etc. C'est donc vraiment indispensable pour notre bon fonctionnement, tout simplement, parce qu'on a toujours besoin de faire ça. On retrouve 3 fonctions exécutives de base principales qui sont l'inhibition, la mémoire de travail et la flexibilité mentale. Et on retrouve également des fonctions exécutives un peu plus complexes qui sont basées sur les 3 fonctions exécutives de base. Et on peut retrouver notamment la planification, la résolution de problèmes et le raisonnement. En tout cas, vu l'utilité de ces fonctions exécutives, elles nous sont indispensables pour une bonne santé mentale, un bon développement psychologique, social et cognitif, ainsi qu'une bonne réussite scolaire et, pourquoi pas, professionnelle, j'imagine aussi pour plein d'autres aspects de la vie. Bon, à la base, je m'étais dit, on va faire une seule grosse vidéo sur les fonctions exécutives, j'allais vous les présenter comme ça. Manque de bol, en écrivant mon script, je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop long. Donc du coup, vous n'allez pas le droit à avoir une, ni deux, mais bien 3 vidéos sur les fonctions exécutives. Pour cette rentrée, moi je vous dis, je vous gâte. Du coup, vous allez avoir une vidéo sur chacune des fonctions exécutives où je vais vous présenter à quoi ça sert, quels sont les mécanismes qui sont en jeu, quelles sont potentiellement les régions cérébrales qui sont impliquées là-dedans si on les connaît, et enfin comment est-ce que les psychologues et les chercheurs testent et évaluent ces fonctions exécutives. Mais du coup, pensez à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas déjà le cas pour pas rater les prochaines vidéos, et puis voilà, tout simplement. Et aussi, petite info au passage, je la lâche comme ça, je vais faire une 4e vidéo, cette fois plus du tout sur le fonctionnement des fonctions exécutives, mais plutôt sur comment les entretenir, et je me dis que ça pourrait être vachement intéressant, donc voilà. Du coup, pour aujourd'hui, parlons d'une fonction exécutive, après cette trop longue intro même, parlons du coup, d'inhibition. D'ailleurs, depuis le début, je parle d'inhibition, mais le terme plus scientifique, c'est le terme de contrôle inhibiteur. Ce contrôle inhibiteur, il est séparé en 2 types d'inhibition, si je peux dire. On a d'abord une inhibition comportementale, c'est ce qu'on appelle communément le contrôle de soi, le self-control. Et en 2e type d'inhibition, on retrouve l'inhibition dite cognitive, ou alors on parle également de contrôle de l'interférence. Cette fois, je crois pas en tout cas qu'il y ait de nom un peu plus commun. L'inhibition comportementale, elle a comme principal rôle de nous faire résister à des tentations. Donc de l'inhiber et
Du coup, une des conséquences, c'est de faire en sorte que nous fassions ce que nous avions à faire, ce que nous devons faire. Vous avez compris. Et ça peut être également en lien avec les comportements moteurs, donc par exemple attraper un objet. Si par exemple on a un objet qui bouge, qui bouge d'une position A vers une position B, et qu'on veut l'attraper, il va falloir inhiber la première planification du mouvement qu'on avait décidé vers donc la position A, et donc ensuite refaire un plan de mouvement, une planification motrice vers la deuxième position de l'objet. Du côté de l'inhibition cognitive, cette fois on va chercher à inhiber des représentations mentales, donc ça va être des pensées ou des émotions, mais ça peut être également d'inhiber différentes cibles attentionnelles. C'est typiquement l'effet dit du cocktail party. Vous êtes dans un endroit bruyant, typiquement un bar ou une fête, et vous avez donc un bruit ambiant, et si jamais par exemple vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous allez devoir, entre guillemets, inhiber ce bruit ambiant pour vous concentrer sur votre conversation actuelle. Bon, c'est bien beau d'avoir dit tout ça, mais est-ce que ça nous dit comment ça fonctionne? La réponse est non. Donc voyons maintenant la mécanique. Et là, c'est un peu plus compliqué de décrire comment l'inhibition fonctionne, tout simplement parce que, on va dire, dans les 15-10 dernières années, en sciences psychologie cognitive, on a remis en question pas mal de choses sur ce qu'on savait sur l'inhibition et de manière plus générale sur les fonctions exécutives, donc il n'y a pas réellement de consensus sur les mécanismes qui sont en jeu dans l'inhibition. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a aucune idée de comment ça se passe, et d'ailleurs je vais vous expliquer ce qu'on pense aujourd'hui de l'inhibition. On a un premier modèle qui est proposé par l'équipe de Adam Aron de l'Université de Californie et qui était assez répandu ces dernières années, et c'est un modèle neuropsychologique qui se centre sur une région préfrontale, c'est le cortex préfrontal inférieur droit, qui serait le hub de l'inhibition. À partir de cette structure-là, on aurait d'autres régions cérébrales qui seraient également impliquées dans l'inhibition, et on aurait notamment le noyau sous-thalamique ainsi que l'aire motrice présupplémentaire. Et d'ailleurs, ces deux régions seraient connectées au cortex cortex préfrontal inférieur droit. Lorsque le cortex préfrontal inférieur droit serait activé, il activerait en conséquence le noyau sous-thalamique, qui lui aussi en conséquence viendrait inhiber les ganglions de la base, qui sont une structure qui sont vraiment importantes pour la planification du mouvement. Et cette inhibition des ganglions de la base aurait comme conséquence tout simplement d'inhiber le mouvement qui est en cours. C'est la même idée avec l'aire motrice présupplémentaire, mais cette fois, elle est directement connectée à l'aire motrice, au cortex moteur, donc elle inhibe directement le mouvement, et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'avais fait une vidéo sur le sujet, sur le mouvement, je vous mets une fiche par ici. Cependant, le cortex préfrontal inférieur droit n'aurait pas comme seul rôle d'être le hub de l'inhibition. En fait, on pense plutôt que ce cortex préfrontal inférieur droit aurait un rôle dans l'orientation de l'attention dans notre environnement, sur tout ce qui serait important pour la réalisation d'un but. Alors, quand je parle ici de but, en fait, je fais référence au fait que tous nos comportements contrôlés, la très grande majorité de nos comportements sont orientés vers un but. Par exemple, si vous avez soif, votre but, ça va être d'étancher votre soif, et donc vous allez devoir orienter votre attention sur tout ce qui va pouvoir le permettre, donc typiquement une bouteille d'eau, un verre, etc., etc. Et donc de cette manière, comme on a toujours un but quand on fait une action, ce réseau cortical, ce réseau cérébral qui comporte le cortex préfrontal inférieur droit, serait toujours activé, vu comme il oriente toujours notre attention vers quelque chose, et donc il serait dit par défaut. Et en orientant en fait tout simplement notre attention sur quelque chose de notre environnement, la conséquence de tout ça, c'est qu'on inhibe l'attention sur autre chose, sur les choses qui ne sont pas importantes pour notre but. Une autre observation qui est assez intéressante, c'est que quand on fait faire une tâche d'inhibition aux participants et qu'on les met dans un IRM ou toute autre chose qui permettrait d'évaluer, de mesurer plutôt l'activité cérébrale, on observe que la région frontale, de manière générale, est activée dans ces tâches-là, et que ce n'est pas uniquement le cortex préfrontal inférieur droit qui est activé. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que on sait aujourd'hui que le lobe frontal, de manière générale, est impliqué dans ce qu'on appelle l'attention sélective.
L'attention sélective, c'est un type d'attention qui va nous permettre de sélectionner différents éléments de notre environnement et donc eh bien, de ne pas orienter notre attention sur d'autres choses. Oui, c'est une définition qui est assez proche finalement de l'inhibition. Et en fait, justement, c'est pas pour rien parce qu'on pense aujourd'hui que inhibition et attention sélective sont très proches. Et enfin, plutôt quand je dis on, hein, je pense évidemment des scientifiques qui bossent là-dedans, hein, et je pense notamment à Rinaldo Livio Peri de l'Université de Rome, qui propose un modèle qui est assez intéressant, qui est le modèle dit du contrôle inhibiteur attentionnel, où en fait, justement, on mélange les deux. En fait, en se basant sur tout ce que je viens de vous expliquer, il propose que l'inhibition serait une fonction exécutive qui serait basée sur l'attention, et notamment du coup sur l'attention sélective. Et donc, eh bien, comme conséquence aussi, que l'inhibition serait un réseau cérébral par défaut. Alors, c'est un modèle qui est très récent, début 2020, donc comment vous dire que même s'il est basé sur des preuves, eh bien, on a quand même besoin d'avoir d'autres preuves pour considérer que ce modèle est faux, et donc on est toujours en attente de ces preuves, mais voilà, il est toujours intéressant de noter quand même ce modèle-là. Avant de parler des tests qui évaluent l'inhibition, petit tour sur la place de l'inhibition dans les fonctions exécutives. Alors, au début de la vidéo, je vous ai parlé de 3 fonctions exécutives, donc inhibition, mémoire de travail et flexibilité mentale, et ça peut donner l'impression que ces fonctions exécutives sont toutes les 3 séparées, indépendantes. Dit autrement que l'une ne dépendrait pas de l'autre, etc., etc. Sauf que, c'est pas réellement ce qu'on pense aujourd'hui. Pour comprendre ce que je vais vous dire, je vais devoir par contre faire une petite parenthèse statistique. Pour évaluer et mesurer les fonctions exécutives, on utilise différents tests, et on aurait plusieurs tests qui permettraient de mesurer par exemple l'inhibition, je vous en parle après, d'autres tests pour la mémoire de travail, et encore d'autres tests pour la flexibilité mentale. On dit alors que chaque fonction exécutive va permettre d'expliquer la performance à un test, donc par exemple que l'inhibition permet d'expliquer une performance d'un test. On parle d'ailleurs plus précisément d'un facteur commun, c'est-à-dire que pour les différents tests par exemple qui mesurent l'inhibition, on considère que l'inhibition, c'est le facteur commun explicatif de ces tests. Pour savoir du coup si la séparation, la distinction des fonctions exécutives en les 3 précédemment citées est correcte, on a recours à des modèles statistiques qui vont nous permettre de montrer, d'expliquer qu'on a justement bien un facteur commun à tel test, un autre facteur commun à tel autre test, etc., etc. Quand on fait ce type de modèle statistique avec différents tests et dans une population de personnes non âgées, et je précise personnes non âgées parce que c'est pas les mêmes résultats en fonction de si on évalue des enfants, ados, des personnes non âgées et des personnes âgées, et bien du coup chez les personnes, chez les adultes non âgés, on observe ce type de modèle-là. Et alors c'est dans la plupart des études, c'est pas dans la grande majorité des études non plus, hein, mais voilà. Pour simplifier un peu ce schéma, on va dire que les carrés qu'on retrouve au milieu, ce sont les différents tests qu'on utilise pour évaluer les différentes fonctions exécutives. Et à gauche et à droite, les 3 ronds, on considère que ce sont les facteurs communs explicatifs à ces différents tests. Dit autrement, ici, ce sont les fonctions exécutives. Et du coup, les flèches qui vont des ronds vers les carrés, elles signifient juste que telle bulle, telle fonction exécutive, explique la performance à tel test. On observe 2 choses. Premièrement, le schéma est en anglais, pas de souci, je vous le traduis maintenant. Et deuxièmement, que finalement, la séparation entre les fonctions exécutives est pas si claire que ça. Pas de souci, je vous explique pourquoi on pense ça. Alors, à gauche, on retrouve 2 fonctions exécutives, la mémoire de travail et la flexibilité mentale, et on observe qu'elles vont toutes les deux expliquer certains tests, mais qu'il n'y a pas de regroupement entre ces tests. En gros, la mémoire de travail permet d'expliquer les 3 tests du milieu, et la flexibilité mentale, les 3 tests du bas, mais il n'y en a pas en commun. Maintenant, à droite, on retrouve une fonction exécutive dite commune, qui permet d'expliquer tous les tests. C'est là où c'est intéressant du coup parce qu'on a par exemple 2 fonctions exécutives qui vont permettre d'expliquer 6 tests, les 6 du milieu et du bas. Bon, certains d'entre vous vont peut-être me dire, mais il manque pas du coup l'inhibition là quelque part, et j'y arrive. Dans l'étude où j'ai tiré ce schéma, qui est en gros une méta-analyse qui reprend toutes les études qui ont été faites pour essayer finalement de voir quels sont les facteurs communs aux tests des fonctions exécutives,
eh bien ils expliqueraient ce facteur commun comme étant, alors je vais prendre mon ordi pour la définition exacte, alors en gros, donc je cite, ce facteur commun, il aurait la capacité de maintenir les buts de la tâche et donc les informations importantes pour ce but et d'utiliser ces informations pour influencer des processus de plus bas niveau. Fin de citation. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que bon, dans l'étude, ils ne l'ont pas précisé, mais c'est précisément le rôle de l'inhibition selon le modèle proposé par l'équipe de Yuko Munakata de l'équipe du Colorado. Leur idée, eh bien, c'est que le lobe frontal, de manière générale, aurait comme rôle de maintenir notre attention sur les informations qui sont importantes pour la réalisation d'une tâche en cours. Rappelez-vous l'exemple avec la soif, justement, eh bien, on oriente notre attention sur ce qui est important pour la réalisation de notre tâche, donc une bouteille, un verre ou ce genre de choses. Une des conséquences du maintien de ces informations par notre attention, eh bien c'est tout à fait logiquement qu'on inhibe les autres informations de notre environnement. Et cerise sur le gâteau, ce modèle eh bien, vient également avec une explication neurologique à tout ça. Donc le lobe frontal serait le centre de l'inhibition et il pourrait ensuite inhiber n'importe quelle région cérébrale. Au niveau des régions corticales, comment est-ce qu'il les inhibe ? Alors, c'est un peu complexe, en gros l'idée, eh bien, c'est qu'il va venir activer différentes aires cérébrales qui sont liées plutôt à différentes représentations mentales, et entre ces régions qui seront activées, eh bien, on aurait une compétition entre elles. Cette compétition corticale, si on peut dire, eh bien, elle aurait comme résultat une émergence d'une aire cérébrale qui serait plus activée que les autres. Et en plus de ça, eh bien, du coup, toutes les autres aires cérébrales seraient par conséquence inhibées. Donc, on n'a pas une inhibition qui est ciblée sur telle aire cérébrale, mais c'est vraiment l'idée que c'est une aire cérébrale qui est activée et pas les autres. Pour mieux comprendre cette idée-là, prenons des ballons de baudruche. Et disons qu'ils représentent des aires cérébrales et que leur niveau de gonflage eh bien, représente le niveau d'activité de l'aire cérébrale. On va donc dire que plus le ballon est gonflé et plus l'air est activé, et à l'inverse, moins il est gonflé et plus l'air est inhibé, en conséquence. Donc là, ici, eh bien, notre lobe frontal activerait gonflerait plutôt certaines aires cérébrales, et entre ces aires cérébrales, eh bien, celle qui sera activée sera celle qui sera la plus gonflée. Donc toutes les autres aires, eh bien, seront donc inhibées. J'espère que vous avez saisi l'idée, on n'a pas dégonflé un ballon. A l'inverse, au niveau des aires sous-corticales, cette fois, eh bien, le lobe frontal viendrait inhiber directement une cible. Donc une cible, c'est une région cérébrale particulière. Donc, eh bien, cette fois, il inhiberait vraiment, il dégonflerait une aire cérébrale particulière, il n'y a pas de question de compétition. Bon, du coup, c'est quand même bien beau de vous avoir présenté, on va dire, 3 modèles. Le souci, c'est qu'il n'y en a pas réellement un qui émerge plus que ça. Celui peut-être qui est un peu en dessous, on va dire, par rapport aux autres, c'est celui de Adam Aron, avec le cortex inférieur, cortex préfrontal inférieur droit. J'arrive jamais, je l'oublie toujours, ce préfrontal-là. Voilà, il serait un peu en dessous en termes de niveau de preuve par rapport aux autres. Mais par contre, du coup, entre les deux restants, on sait pas trop. En tout cas, actuellement, il n'y en a aucun qui semble vraiment ressortir par rapport aux autres. C'est vraiment très récent en plus, donc voilà. Plein de points d'interrogation, si je peux dire. Bon, en tout cas, voilà pour la mécanique un peu floue, dirons-nous. Un peu moins flou cette fois, c'est tout ce qui est autour des tests, parce que là, on connaît les tests depuis un bail maintenant. La famille de tâches la plus utilisée pour évaluer et mesurer l'inhibition, ce sont les tâches dites go-no-go. Le principe des tâches go-no-go est relativement simple, on vous présente à l'écran différents stimuli, donc, à la suite plutôt. Donc ces stimuli, ça va être des images, qui représentent donc des objets ou n'importe quoi. Et à chaque fois que vous avez un type de stimuli particulier qui est présenté, vous allez devoir appuyer sur une touche. A l'inverse, du coup, quand on vous présente d'autres types de stimuli, vous n'appuyez pas sur la touche. Prenons un exemple tout simple pour être vraiment bien clair. Si on vous présente à la suite 50 images, par exemple, et que parmi ces images, vous avez des chats, à chaque fois que vous avez des chats, vous allez devoir appuyer sur une touche. C'est une tâche qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas du tout en pratique. Du moins, on a plein de manières de rendre la tâche plus ou moins simple.
Et quand c'est dur, eh bien, je peux vous assurer que l'inhibition travaille vraiment bien parce que c'est vraiment très compliqué à ce moment-là. Bon, le souci que j'ai avec cette tâche, c'est que en labo, c'est ultra pratique, mais là, sur la vidéo, c'est pas très pratique pour que vous puissiez eh bien, tester votre inhibition. Donc du coup, je vais vous présenter une autre tâche qui est la tâche dite de Stroop. Le test de Stroop, plutôt, eh bien, le principe est lui aussi tout simple. On vous présente sur un écran ou sur une feuille des mots de couleur, et ces mots de couleur eh bien, auront une police d'écriture, du moins une couleur de police d'écriture, différente du mot représenté. Et votre tâche n'est donc pas de lire le mot de couleur, mais bien de dire à l'oral donc la couleur d'écriture. Et c'est là où c'est compliqué. Par exemple, si je vous présente le mot bleu écrit en rouge, eh bien vous allez devoir dire rouge, mais pas bleu. Donc là, je vais vous mettre à l'écran différents mots, vous allez devoir me le dire le plus rapidement possible, hein, évidemment. Quelle est la couleur eh bien, de chaque mot? Bon alors c'est pas évident hein, quand même, c'est assez compliqué et surtout bah, si on doit le faire le plus rapidement possible c'est encore plus compliqué. Dites-moi d'ailleurs en commentaire bah, justement si vous avez eu des mots où vous avez bugué, hein, où vous avez lu le mot au lieu de dire une couleur, c'est assez intéressant. Mais pas d'inquiétude, hein, même moi j'arrive pas du tout à faire un test de Stroop parfait, hein. Il y a des fois où juste bah je bug et je rip un peu on va dire. Bon pour vous expliquer maintenant un peu la mécanique du test de Stroop, en fait la lecture c'est un processus qui est dit automatique. C'est-à-dire que bah, quand on voit des mots, eh bien on les lit automatiquement. C'est quelque chose de très peu coûteux et très rapide pour notre cerveau. Donc il le fait. Et c'est là où notre cerveau nous joue des tours, c'est que c'est un peu un feignant et que quand il a le choix entre faire une activité automatique, typiquement la lecture, et une activité contrôlée, donc non automatique, qui elle est plutôt difficile, qui est coûteuse en termes d'énergie et qui prend du temps, typiquement dire la couleur d'un objet, ou plutôt bah, là en l'occurrence de la police d'écriture d'un mot, eh bien il a tendance naturellement à aller vers la tâche automatique. Donc ici, eh bien, on aura tendance naturellement à lire le mot. Et sauf que c'est pas la tâche qu'on vous demande, donc il va falloir justement inhiber cette activité automatique. Et donc à l'inverse, faire l'activité contrôlée. Ce qui est assez compliqué, mine de rien. Bon voilà, j'ai fait un petit tour du coup de l'inhibition, hein, du moins je pense, malgré on va dire les incertitudes dans la littérature scientifique actuellement. Et donc eh bien voilà, j'espère quand même que vous avez appris certaines choses. En tout cas moi du coup je vous retrouve d'ici je pense 2 jours, peut-être 2-3 jours, je sais pas trop, sur eh bien une autre vidéo, mais cette fois on va plus parler d'inhibition, mais on va parler de mémoire de travail. Allez du coup à la prochaine, bye bye.